Déjà, en quelques mots, pourquoi cette candidature? C'est quoi l'idée, en fait? C'est quoi l'idée? C'est déjà, parce qu'on en a marre, en fait, de se faire troller par les politiques depuis 40 ans. Donc c'est eux les trolls, en fait. Oui, c'est eux les trolls, effectivement. C'est eux qui nous ont pris notre boulot, donc on va aller prendre le leur. Non, et puis surtout parce que il nous semble que dans les alternatives qui nous sont proposées, il n'y a rien de crédible. Et on en a juste marre, en fait, que les Français soient tout le temps divisés sur tout. Et voilà, quoi, on a envie un petit peu... Enfin, on se dit que de toute façon, on n'a rien à perdre à essayer. Si ça marche pas, ça marche pas et c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Et puis, si ça marche, ça sera la première étape vers le fait de reprendre. Pour cette question ringarde, pas très 21e siècle du coup. Pas très 21e siècle, non, c'est très 20e siècle. Oui, un petit peu. Non, mais c'est que ça nous saoule en fait, justement, la question des étiquettes et des labels. C'est pas pour faire dans le macronisme ou quoi, mais c'est parce que dans les faits, les Français, en fait, on se divise tout le temps sur ces questions de est-ce que t'es de gauche ou est-ce que t'es de droite, et du coup, on prend pas la peine de s'écouter ni de se parler. Et du coup, tu vois, c'est con, mais il y a des gauchistes qui me traitent d'extrême droite, droitarde, des gens d'extrême droite qui me traitent de gauchiste. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tout ça n'a plus aucun sens. Nous, on veut repartir en fait de la base du réel, de la réalité, du quotidien, et puis construire à partir de là, en fait, pas partir d'une étiquette, pas partir d'une idéologie. Et justement, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui te demandent mais pourquoi ça n'est pas une autre liste qui existe déjà, en fait. Par exemple, par rapport à l'Europe, avec l'UPR et Asselineau, tu pourrais te retrouver sur certains points, non? Pour avoir même discuté avec Asselineau il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas été du tout convaincue par son approche de l'Europe. Après, je comprends en fait toutes les critiques qu'il émet et je suis même d'accord avec un certain nombre de points. Il y a pas mal de choses qui se rejoignent, mais simplement, en fait, moi je suis pas d'accord avec la manière dont il porte les choses, à savoir qu'il pose la question de l'Union européenne comme un préalable à tout le reste, et il dit en gros d'abord on sort de l'Europe et ensuite on voit si on fait une politique de gauche ou une politique de droite, mais les choses elles se posent pas comme ça en fait. La question elle se pose en termes de quoi le pays a besoin, qu'est-ce qui est l'intérêt de la France, qu'est-ce qui est l'intérêt des Français, et si l'Europe est un problème ou un obstacle, il y aura aucun souci pour en sortir. Si l'Europe n'est pas un problème ni un obstacle, là voilà, on n'a pas de problème de principe avec, mais dans les faits on se rend quand même bien compte que l'Union européenne est un problème. Alors justement, la question c'est si vous arrivez, si vous êtes élu, si vraiment ça se passe, si on a des youtubeurs au Parlement européen, ça va être quoi en fait votre action exactement? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors on a prévu de faire plusieurs choses. Déjà, c'est aller troller en fait les institutions, c'est-à-dire qu'on va y aller caméra à l'épaule avec nos assistants parlementaires en fait, ça sera des cadreurs, ça sera des monteurs, ça sera des gens qui viendront avec nous pour montrer en fait aux 67 millions de Français qui ne peuvent pas être à Bruxelles ou à Strasbourg pour voir comment ça se passe, pour leur montrer comment ça se passe. En fait, le but, c'est d'emmener vraiment les gens avec nous, de la même manière que ce qu'on fait avec nos chaînes YouTube, quelque part. En fait, le but, c'est de montrer aux gens qui sont mal représentés, quoi. C'est ça. Et de leur dire, vous avez des mecs qui bossent pas, qui font pas bien le job. Alors, il y a ça. Et après, au-delà de ça, une fois que tu as montré ça... Alors, il n'y a pas que ça, en fait. C'est aussi de montrer comment les décisions sont prises, parce que dans la réalité de l'Union européenne, les décisions prises par le Parlement n'ont pas tant d'impact que ça. En vrai, ceux qui décident, c'est des gens non élus, des anciens banquiers, du copinage, etc. Donc, c'est montrer aussi comment ça se passe, comment les décisions sont prises de manière totalement antidémocratique contre l'intérêt de la France en plus, et aussi comment le poids des lobbies, la pression des lobbies. Bonjour Monsieur Monsanto, attendez, vous venez de nous proposer une valise de billets, vous pouvez le redire à la caméra s'il vous plaît, filmer les élus, vous savez, ceux qui viennent le matin, parce qu'en fait, alors on a appris récemment qu'il y a des primes au fait d'être là de manière journalière. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils touchent 300 € par jour en plus de leurs indemnités de députés. Mais ce qu'ils font, ils sont pas cons. Ils viennent pointer le matin avec leur valise et ensuite ils se barrent. Et c'est hallucinant, quoi. Et tous ces gens-là, on veut les exposer. Mais après, encore une fois, c'est pas juste ça. Parce que le Parlement européen, c'est un moyen aussi d'avoir une plateforme et des moyens de faire en sorte de commencer à reconstruire le pays avant même de prendre le pouvoir dans 3 ans. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les moyens qu'on obtiendra via justement le Parlement européen pour
reconstruire en fait du lien, en fait, recréer du lien entre les gens et Donc, pas en fait, attendre de reprendre via les institutions. Tout détruire tout ce qui existe là et tout reconstruire après, quoi. C'est ça en fait. C'est pas tout détruire, c'est qu'ils ont déjà tout détruit en fait. Regarde l'état du pays, tu vois. En gros, montrer qu'ils ont tout détruit et après on passe à une deuxième étape. Concrètement, en fait, on a du mal à imaginer comment vous allez faire. On n'a pas besoin tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas besoin de montrer qu'ils ont tout détruit. Tout le monde le sait très bien, en fait. Et justement, si on se présente, c'est justement aussi pour ça. C'est pas juste montrer comment ils ont tout détruit, mais c'est montrer qu'il y a des moyens de reconstruire, en fait, et de reprendre les rênes à ceux... Alors, il y a justement une des revendications politiques des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est le fameux RIC. Alors, en fait, ça s'inscrit dans une sorte de logique plus globale qui est de dire on ne veut plus que les politiciens fassent des choses sans nous consulter. Absolument. Toi, demain, est-ce que tu as réfléchi à cette dimension-là ? Comment ne pas trahir ta base ? Comment ne pas trahir tes électeurs ? Comment ne pas les trahir ? Parce qu'on a l'impression que les politiques ne peuvent que trahir d'une certaine manière parce qu'il y a la réalité du pouvoir, tu vois. Oui, mais ça, de toute façon, c'est toujours un risque avec n'importe qui. Après, on l'a dit dans le live avec Greg, c'est que des occasions de se faire acheter, on en a eu un certain nombre. Des occasions, moi, je serais très, très probablement députée France Insoumise à l'heure qu'il est, si j'étais pas partie du PG, de la France Insoumise, parce que ça ne correspondait ni à mes valeurs, ni à ma démarche, en fait, politique. Mais parce que je me suis pas engagée en politique pour aller jouer à des jeux de congrès, de bruit de couloir, pour savoir qui aura un siège et qui sera le plus proche du patron. Moi, je me suis engagée en politique en fait pour changer ce pays, pour le transformer, pour transformer le réel en fait. Donc là, quand on voit dans les commentaires, c'est une opportuniste, elle se lance dans ce truc-là parce qu'elle veut se placer. En fait, toi, tu dis que dalle, j'aurais pu le faire bien avant. Quoi. J'aurais pu le faire bien avant, d'autant que des places, on m'en a proposé à peu près de tous les bords politiques aussi. Mais après, je comprends aussi pourquoi. Il y a une défiance. Bien sûr. Mais regarde-les. Enfin, tu m'étonnes que n'importe qui présente sa candidature tout de suite, c'est c'est des opportunistes. Moi, je peux même pas en fait donner de garantie. Est-ce que je me ferai pas corrompre ? Je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Tout ce que j'ai en fait, c'est juste par le passé, j'ai eu plein d'occasions de me faire acheter et d'avoir des places. Je les ai pas prises. Voilà, c'est juste ça. Après, je vous dis, je vous le dis très franchement, le système est quand même fait pour que les gens comme nous, qui ne font pas partie de leur petit jeu, ne puissent pas se présenter. On a des bâtons dans les roues à toutes les étapes. On va sûrement en faire des vidéos d'ailleurs pour vous montrer aussi comment ça se passe. Mais du coup, c'est même pas garanti en fait qu'on puisse se présenter. Mais à la limite, l'important, c'est pas le Parlement européen, quoi. C'est de recréer du lien entre les gens et c'est de reconstruire un pays juste avec des institutions beaucoup plus démocratiques, un plus fort pouvoir des citoyens au niveau décisionnel, que les élus soient des citoyens comme les autres, et un pays qui tourne, où il n'y a pas des vieux qui meurent dans des couloirs d'hôpitaux toutes les 2 semaines, quoi. Et comment vous allez vous financer, du coup ? Ça va se passer comment ? On va faire une campagne de dons. Mais pareil, je vous cache pas que 500 000 €, enfin, j'arrive déjà même pas à me représenter, voilà. Mais voilà. Et encore, je sais pas, encore, un appart à Paris, en tout cas. 30 mètres carrés, quoi. Mais ouais, pour le moment, en fait, les banques refusent déjà de nous ouvrir un compte en banque. Ah oui. Donc on en est là. Ça fait plusieurs mois qu'on est en galère juste pour ouvrir un putain de compte en banque. Donc c'est à cause de quoi ? C'est à cause de difficultés administratives ou alors tu penses qu'il y a vraiment une réticence des institutions financières face à votre candidature ? C'est quoi Alors pas des institutions financières, c'est pas un complot genre on dérange, ils veulent nous empêcher de nous présenter. Non, c'est juste qu'il y a un système qui fonctionne dans l'intérêt de quelques-uns, qui sont déjà tous dans la boucle, ils sont déjà tous dans leur petit jeu, etc. Donc de fait, ils n'ont pas besoin d'ouvrir de compte de parti politique. Voilà, ou alors de toute façon, ils ont des amis banquiers, donc c'est pas un problème. Mais donc c'est pas, y a une réticence de leur part. Par contre, il y a une réalité qui fait que les banques, a priori, refusent maintenant d'ouvrir des comptes de partis politiques. Parce que ça ne les arrange pas. Moi, j'ai eu un conseiller bancaire au téléphone, je vais pas dire de quelle banque, mais qui m'a presque texto dit non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que les comptes en banque des partis politiques, la loi est beaucoup trop stricte et du coup, on peut pas spéculer avec l'argent. Donc ça c'est quand même incroyable, quoi. Et ça, c'est un micro-aspect de tout le bordel administratif. Mais c'est intéressant, on apprend des trucs et de toute façon, si là, on n'y arrive pas...
on aura quand même un compte en banque et on aura quand même de quoi constituer un réseau qui va permettre de reconstruire du lien entre les gens et de changer on va le pays. passer au débat. Donc, juste avant de passer au débat, rappelle-nous où est-ce qu'on peut suivre ton mouvement politique. Alors, c'est mouvement-v.fr. Pour le moment, c'est la version 1.0 du site, mais il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites dessus, en fait. Du coup, il y a une version très générale du programme qui va venir par la suite sur ce site aussi. Et puis voilà, on vous donnera les infos via nos chaînes YouTube, celle de Greg Tabibian, donc Je suis pas content TV, et la mienne, Tatiana Ventose. D'accord. Ok, et ben on suivra ça avec beaucoup. Plaisir. À tout de suite, on vous retrouve pour le débat. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Mic. Alors, cette semaine, on va parler de ce qu'on observe comme une légère crispation du côté du gouvernement face au qui secoue le pays. Donc, on va se demander si le gouvernement va vers une dérive autoritaire. Est-ce que le pouvoir va trop loin ? Oui, alors c'est vrai que c'est un peu la question qui agite toute la presse en ce moment. Est-ce qu'il y a une dérive autoritaire du gouvernement ? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs projets de loi qui ont remis en cause une partie de nos droits individuels depuis le début du quinquennat. On a par exemple la loi anti-casseurs, enfin dite anti-casseurs récemment, la loi anti-fake news qui est en train de rentrer en application en ce moment, la loi secret des affaires et plusieurs autres lois dont on va vous parler pendant l'émission. Bref, beaucoup de lois qui remettent en cause plusieurs droits individuels. Alors, est-ce que le pouvoir va trop loin ? C'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir. Et on les retrouve tout de suite, mais surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTOpenMic. À tout de suite. Alors, donc, ce soir, on accueille Tatiana Ventose. Donc, toi, tu es youtubeuse politique du fil d'actu et tu te présentes aux européennes. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Christophe Selzer, également porte-parole de Génération Libre. Tu nous rappelles Génération Libre ? Alors, Génération Libre, c'est un think tank qui a été fondé par Gaspard Koenig en 2013. Ouais. D'ailleurs, dont date un rapport qui est en lien avec l'émission de ce soir, puisque déjà en 2013, on trouvait que l'État était allé beaucoup trop loin et qu'il y avait des lois liberticides, notamment les lois mémorielles, la loi Pleven, qu'on proposait d'abroger, ce qu'on propose toujours, mais on avait aussi l'idée d'abroger les délits pour outrage, par exemple à l'hymne national, au drapeau. On voulait aussi inverser la charge de la preuve dans le cadre des procédures de diffamation. Et, cerise sur le gâteau, on avait cette idée-là de zone de catharsis à créer en ville, enfin, on ne l'inventait pas, mais qu'on voulait développer, et qui était un peu le grand débat avant l'heure. Une zone où on peut tout dire, absolument tout, où tout peut être réfuté. Et si, encore une fois, comme le disait d'ailleurs John Stuart Mill, qu'on cite souvent, si on n'est même pas capable de pouvoir laisser s'exprimer ce qui est faux, ce qui est dangereux, comment est-ce qu'on peut encore donner une valeur, pour le paraphraser, à ce qui est vrai ? Et à côté de toi, on retrouve également Éric Tegner. Bonsoir Éric. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir également. Alors toi, tu es le président de Racines d'Avenir. Explique-nous un peu Racines d'Avenir. Tout à fait. Alors moi, je suis issu des Républicains et Racines d'Avenir, en fait, c'est un mouvement de jeunes qui s'est créé il y a quelques mois et qui demande à ce que les Républicains tendent la main au Rassemblement national ou encore Debout la France pour créer En Marche de droite. Parce que je considère que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu un bouleversement des clivages avec des gens du Parti socialiste, des gens de l'UMP ou du centre qui se sont réunis. Et il faut être capable de faire la même chose. On ne peut plus aujourd'hui chez les Républicains s'allier avec le centre, qui est parti chez Emmanuel Macron, et tant mieux. Il faut désormais aller voir le Rassemblement national et Debout la France parce qu'il y a un socle commun d'idées, notamment sur les questions migratoires. Est-ce que tu as une réaction à la candidature de Tatiana Ventose, Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est vrai qu'elle a raison sur le constat qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont totalement dépassés, qu'on en a assez globalement, ils nous brassent toujours les mêmes idées et qu'une fois au pouvoir, ils n'appliquent rien. C'est d'ailleurs le sens de notre démarche. Nous, on se dit que la droite a toujours eu des positions et qu'une fois au pouvoir, elle appliquait en fait le programme de la gauche, ce qui fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron drague l'électorat de droite. Et c'est très bien qu'elle le fasse. Et surtout que c'est compliqué aujourd'hui, je le vois en politique, d'avoir des jeunes qui viennent s'investir. Et surtout que quand on est jeune, les aînés, nos aînés nous disent à chaque fois « écoute, t'es trop jeune, attends une vingtaine d'années ». Et alors qu'ils sont complètement dépassés. Moi-même, j'ai 25 ans, je suis dépassé aujourd'hui par mes neveux qui ont une dizaine d'années. Les choses sont en train de se bouleverser. Du coup, pourquoi vous voulez absolument faire alliance avec des vieux partis ? Il faut y aller. Oui, quand je parle de En Marche de droite, c'est l'idée de dire qu'il va falloir créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'au début, il doit y avoir des alliances sur des amendements. Moi, je ne comprends pas, par exemple, pendant le vote de la loi Asile-Immigration, il y avait des amendements des Républicains et des amendements du Rassemblement national qui étaient les mêmes. Et pourtant, les députés Les Républicains ne votaient pas les amendements
du Rassemblement national. Pour moi, c'était de l'hypocrisie. Donc il faut être capable d'avoir des alliances là-dessus. Mais évidemment, qu'en 2022, pour l'élection présidentielle, je te rejoins, pour l'élection présidentielle, il faudra créer un nouveau mouvement qui aille au-delà des alliances, au-delà des combines politiques et qui soit capable aussi de ramener du sang neuf. Alors Christophe, justement, Génération Libre, c'est aussi un think tank qui se réclame transpartisan. Oui, comment est-ce que non partisan en non partisan, et transpolitique. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux dire. En fait, j'aime pas les termes, donc en fait, on va aller... Ils sont compliqués tes termes, là, voilà, transpolitique, machin, faut être plus simple. On va être beaucoup plus simple. On est un think tank, c'est-à-dire une organisation qui développe des propositions de politique publique concrètes. Et on en a sur un certain nombre de sujets. Et pour aller rapidement, mais je les énumère, et c'est ce pour quoi on se bat tous les jours, on s'en fout de l'étiquette politique partisane, c'est rétablir la liberté d'expression, j'en parlais, c'est légaliser le cannabis, c'est légaliser la GPA, ne pas définir le mariage dans la loi, mettre fin au monopole des auto-écoles, c'est simplifier le code du travail, supprimer le statut de la fonction publique, mettre en place un revenu universel qui est financé, c'est le travail le plus considérable qu'on a fait ces dernières années, une patrimonialité sur les données personnelles. On a des rapports très sérieux et solides. On fait le maximum pour leur donner une visibilité dans les médias, organiser des conférences, toucher des jeunes et rencontrer des hommes politiques. Moi et Génération Libre, on se bat sur ces sujets-là. Donc, dites-moi si c'est de gauche ou de droite. En réalité, je m'en fous. Ça a l'air très idéologique, en tout cas. Et c'est absolument idéologique, puisque la matrice, elle est de dire on se bat pour que l'individu soit le plus autonome possible et puisse travailler avec d'autres individus et créer des communautés volontaires. Bon, c'est effectivement notre Tatiana, mantra. ta candidature fait beaucoup réagir, c'est plutôt bon signe. Hein, tant mieux. je crois. Mais du coup, on va enchaîner avec le sujet de ce soir. Donc, c'est perquisition, loi liberticide, pardon. Le pouvoir va-t-il trop loin? Et donc, on a vu que depuis le début du quinquennat, plusieurs lois donnent l'impression d'aller finalement vers une réduction des droits individuels. Thomas Bonnet et Antoine Boitel nous font un petit rappel de toutes ces lois. Regardez. 6 lois sécuritaires ont particulièrement retenu l'attention. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme avec l'assignation à résidence élargie à la commune pour les suspects, des perquisitions administratives facilitées et les lieux de culte jugés dangereux pouvant être fermés sur décision préfectorale. Quelques semaines plus tard, la loi de programmation militaire développe un peu plus la surveillance des communications en France. Les Français se rendant à l'étranger sont plus susceptibles de se voir espionner, selon une logique de collecte en masse des données. Ensuite, au printemps 2018, la loi sur le secret des affaires a été critiquée par de nombreux parlementaires, journalistes et associations qui ont dénoncé un outil de censure inédit. Les opposants au texte évoquent une loi bâillon et une atteinte grave, excessive à la liberté d'expression, livrant une définition trop étendue du secret des affaires. Puis, à l'été de la même année, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, porte la loi Asile et Immigration. Les députés se sont alors inquiétés de la détention de mineurs dans les centres de rétention et d'une facilitation d'expulser les réfugiés sans possibilité de faire appel du dossier. Fin 2018, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite fake news, a été inscrite au journal officiel. Elle prévoit notamment la création d'une procédure judiciaire d'urgence de 48 heures pour limiter la propagation d'une information jugée fausse, avec déréférencement d'un site et le blocage de l'accès à celui-ci ainsi qu'une extension des pouvoirs du CSA. Enfin, la loi dite anti-casseurs. Les personnes visées par le texte pourront se voir interdire de manifestations et inscrites au fichier des personnes recherchées. La mesure permettra également aux autorités de fouiller les véhicules et les bagages aux abords des manifestations. Alors, incontestablement, avec toutes ces lois, comme on l'a vu dans le sujet de Thomas Bonnet et Antoine Boitel, on peut quand même s'accorder sur le fait que l'atmosphère n'est pas vraiment à la confiance, on va dire, entre l'État et les citoyens. On peut débattre de savoir si c'est pour des bonnes raisons ou pas, mais c'est certain qu'il y a une atmosphère politique qui se tend. Et la bizarrerie, en fait, c'est qu'on est allé voir les études sur Internet sur ce que, on va dire, les régimes politiques auxquels, je savonne un peu, je suis désolé, les régimes politiques auxquels s'accorderaient les Français, en fait, pour lesquels ils seraient d'accord. Et en fait, la bizarrerie, c'est qu'ils sont
sont pas forcément défavorables à des régimes autoritaires, figurez-vous. En novembre 2018, un sondage réalisé par l'IFOP pour Ouest France annonçait que 40% des Français seraient favorables à un régime autoritaire. Et il paraît que, selon le même sondage, un étudiant sur deux également serait favorable à un régime autoritaire. Alors, Tatiana, comment la France en est arrivée là, en fait ? Parce que c'est quand même nouveau, cette lassitude de la démocratie. Autoritaire, hein. C'est quand même spécial. Le problème, en fait, c'est que, justement, si le gouvernement s'est installé dans ce que vous avez appelé là une dérive autoritaire, et effectivement, je pense qu'il y a un ressenti global qui va dans ce sens-là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas fini d'en manger, parce qu'il y a une loi sur Internet, justement, là, qui est prévue, qui a été annoncée par Édouard Philippe hier. Mais je pense que si on en est arrivé là, c'est tout simplement pour la raison que on a un gouvernement, et c'est vrai des gouvernements précédents, c'était déjà vrai sous Sarkozy, c'était déjà vrai sous Valls, mais des gouvernements qui ne sont pas au fait des réalités, qui vivent littéralement dans un monde parallèle et qui se retrouvent à devoir gérer une colère vis-à-vis du fait que la vie quotidienne est de plus en plus difficile, vis-à-vis de la fermeture des lits dans les hôpitaux, vis-à-vis de l'état de délabrement de nos écoles, vis-à-vis de l'augmentation des prix. Mais alors pourquoi il y aurait une tentation autoritaire chez une partie de la population ? Je ne sais pas si c'est une tentation autoritaire en fait. Je pense qu'il y a une volonté de revenir à des gouvernants qui gouvernent dans l'intérêt du pays, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit on a Macron, donc les gens veulent un régime autoritaire. Là, la question, c'est que Macron, ce qu'il fait, à savoir répondre par à la fois la force physique, littéralement, par la censure, notamment de l'expression libre des citoyens sur le net, et par une opération de propagande massive dans les médias comme on n'en a jamais vu, où il est retransmis en direct sur les chaînes de télé, parce qu'il n'a pas d'autre option, en fait. Il voudrait... en fait, il prend toutes ces mesures absurdes, à la fois pour se débarrasser, pour écraser ses opposants, et pour donner l'illusion qu'il agit, mais sauf que ça donne juste l'illusion qu'il agit, il y a de moins en moins de gens qui y croient, donc il y a de plus en plus de colère. Donc ça ne va rien régler, en fait, ça va juste continuer dans l'escalade comme ça. Et en même temps, Christophe, chez une partie de la population, on a pu le voir chez les jaunes, il y a une demande de plus de démocratie. Oui, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec l'illusion. C'est pas étonnant que les Français demandent plus d'autorité, finalement, puisque la France est très centralisatrice et on a aujourd'hui... Une question de culture pour toi. C'est une question de culture politique et c'est une question d'habitude. On a aujourd'hui un grand débat où on attend du président de la République, avec son crayon et son bout de feuille, quelque part, il n'y peut rien. C'est pas lui qui a fait... C'est un peu le symptôme de l'homme providentiel qui est là pour... Voilà, bon, alors il en a joué. Ils en qu'importe. tous, en fait. Moi, je ne suis pas là pour lui jeter la pierre, mais on a ni le congratuler, mais on est dans un contexte institutionnel où tout est centralisé. Et ça, c'est une problématique. Donc, du coup, tout le monde attend du président de s'occuper de votre ampoule, de votre bobo, de tout. Tout le monde demande tout au président. Donc, c'est la raison pour laquelle Génération Libre a comme proposition... j'y reviens, mais... La pub. Oui, non, mais je fais plus que ma pub, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler à une réponse concrète, parce qu'il y a un problème et il faut l'adresser. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'autonomie fiscale pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire de vraiment décentraliser, pas seulement en termes... C'est le cas, et c'est ça qui crée les problèmes, non, en fait, aussi. c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on décentralise des compétences, mais en réalité, on donne aucune autonomie au maire. C'est-à-dire qu'il a des dotations, il est obligé de quémander de l'argent, on lui donne des choses à faire, on lui dit tu t'occupes des écoles, de ça, de machin. On lui dit voilà, on te donne un peu d'argent, on t'en retire un peu, on enlève la taxe d'habitation. Il n'a aucun moyen de lever de l'impôt. Il n'a aucun moyen d'avoir un lien direct avec le citoyen. Le citoyen ne peut pas contrôler ce pourquoi il donne de l'argent. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, une proposition vraiment concrète, ça serait de décentraliser. Toi, Éric, tu es proche de la droite. Tu avais même prôné un rapprochement avec l'extrême droite. Ça doit te plaire, non ? Un gouvernement qui veut assurer plus de sécurité, qui veut donner plus de latitude aux préfets, aux policiers. Tu dois plutôt être... Non, vous savez, ça m'amuse beaucoup et en même temps, ça me désole parce que si on revient 18 mois en arrière, rappelez-vous, au mois de mai 2017, il y a eu ce deuxième tour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il y a toutes ces personnes du camp du bien qui sont allées défendre Emmanuel Macron en disant qu'il préserverait les libertés. Dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Face aux sombres fascistes, Marine Le Pen, qui nous imposerait un contrôle de l'opinion, comme on pourrait dire Vladimir Poutine en Russie, etc. Et là, on en est où ? On en est à parler de loi fake news. On en est à parler de lois anti-casseurs qui sont totalement restrictives pour nos libertés publiques.
Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faudrait essayer de méditer, d'essayer de réfléchir, de se dire qu'il y a toutes ces personnes du bien, du camp du bien, qui aujourd'hui doivent être mises en cause. Je ne pense pas simplement aux hommes politiques, je pense également aux journalistes. Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine? C'est cette fameuse polémique sur la Ligue du LOL. Vous imaginez tous ces journalistes qui viennent de Libération, des Inrocks, qui passent leur temps à justement donner des leçons de morale à la droite en disant que ce sont de sombres homophobes, des sexistes. Ce sont eux qui aujourd'hui sont accusés. Ce ne sont pas les journalistes de Valeurs Actuelles ou du Figaro, vous savez, c'est réactionnaire. Et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, les citoyens, ils vont justement donner leur part de vérité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi la proposition de loi d'Édouard Philippe, il y a 2 jours, est extrêmement inquiétante là-dessus. Parce qu'elle veut maintenir le contrôle. Mais où il explique qu'il va falloir justement contrôler la pensée sur les réseaux sociaux. C'est très flou et c'est justement ça le problème. Emmanuel Macron a annoncé qu'en fait, il était pour finalement la levée de l'anonymat sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu parles de la Ligue du LOL. Est-ce que quelque part, on peut pas se dire que bon, l'anonymat sur le net, ça amène quand même à ce qu'on humilie des gens, c'est beaucoup de violence. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que l'anonymat permet quoi? Ça permet de tâter le pouls de la société. C'est vraiment important là-dessus, parce que les hommes politiques aujourd'hui ne sont plus représentatifs. Et donc quelqu'un d'anonyme, il pourra plus facilement exprimer son opinion, parce qu'aussi, si on a des opinions, quelqu'un plus facilement. Je pense Tatiana peut le comprendre, moi je le comprends, si on a des opinions plutôt transgressives, d'être dans une entreprise, c'est compliqué. Et donc si on lève l'anonymat là-dessus, on ne pourra plus voir ce que pense réellement le peuple, et le jour où il se soulèvera, ça sera pour une révolution. Moi, je crois surtout que techniquement, c'est pas tout à fait possible. C'est d'ailleurs drôle de voir le hiatus entre l'annonce présidentielle il y a quelques jours, je n'ai pas suivi dans le détail, qui disait on lève l'anonymat, et le rétropédalage en fait, puisque je crois qu'aujourd'hui Marlène Schiappa ou Mounir Mahjoubi ont expliqué on va pas le faire totalement, on va essayer de le faire seulement sur les pétitions. Mais techniquement, c'est pas possible. D'abord parce qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat, il y a une adresse IP. Alors, on a aussi un arsenal pénal qui existe déjà, c'est-à-dire que la diffamation, l'injure sont sanctionnées. Donc, pourquoi pas améliorer avec l'existant? Mais effectivement, on n'a absolument pas besoin de loi. Et je crois qu'une partie, parce que je ne veux pas tomber dans du populisme moi-même, mais une partie des élites et de la classe politique trouve avec Internet et les réseaux sociaux une sorte de bouc émissaire un peu facile. Les réseaux sociaux, c'est un outil comme un autre. C'est un outil nouveau qu'on connaît mal. Il faut apprendre à l'appréhender. Il ne faut pas tomber addict. Il faut savoir comment protéger sa vie privée. Mais je vous rappelle qu'on peut envoyer des lettres anonymes. On peut les envoyer à l'administration, qui les prend en compte. Il y a des journalistes aussi qui est-ce que l'exécutif va dire on arrête? Est-ce que l'administration et les préfectures vont arrêter de lire les lettres anonymes physiques? Est-ce qu'on va dire aux gens arrêtez d'écrire des lettres anonymes? Mais c'est pas possible. Et rappelez-vous de cette tribune dans le New York Times, vous savez, d'un employé de Donald Trump qui disait que Donald Trump, justement, était fou. Eh bien, tous les médias français ou les politiques français s'en sont saisis pour dire vous avez vu, on a bien raison. C'est toujours ce double langage, cette hypocrisie. Justement, je voudrais juste revenir sur la question de la réaction de Tatiana, Ouais, sur la levée de l'anonymat. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, tu disais, ça permet effectivement de prendre le pouls de la société. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui s'expriment, justement, via les réseaux sociaux, qui s'expriment sur Internet. Et le gouvernement n'est pas capable de prendre le pouls de la société, en fait. Ils vivent littéralement dans un monde parallèle, au-dessus, on ne sait pas où tout ce qu'ils sont capables de répondre à une colère qui est exprimée, mais de manière de plus en plus massive, et pas juste sur les réseaux sociaux. Enfin, ça fait quand même plus de 3 mois qu'il y a des gens qui, tous les samedis, pendant leur week-end, se bougent pour aller exprimer qu'il y a la base qui n'est pas assurée, que la base de la vie en société. Donc, je veux dire, si le gouvernement prenait le pouls, effectivement, de la société, pas juste sur les réseaux sociaux, il ne ferait pas passer des lois pour lever l'anonymat sur Internet ou pour réguler l'expression des citoyens sur Internet. Il ne ferait pas ça. Au début de la crise des Gilets jaunes, ils ont commencé par nier, en disant, de toute façon, ce sont des extrémistes, et c'est toujours cette façon de décrédibiliser un mouvement. Et au final, ils ont réussi par comprendre, en voyant les gens dans la rue, en allant enfin sur le terrain, que c'était extrêmement grave ce qui se passait dans cette société. Et on le voit bien avec Juppé aujourd'hui, qui était à moitié en pleurs à Bordeaux, qui dit « Je ne comprends pas cette violence, mais je suis désolé. Ça fait une 40aine d'années que cette violence, on la voit. Il faudrait qu'il sorte un peu de Bordeaux, justement. » Et ça m'inquiète que cette personne-là finisse au Conseil constitutionnel. On rappelle qu'il a été nommé au Conseil constitutionnel. Ça vient d'être annoncé, là. Oui, et alors justement, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu parlais d'un 2 poids 2 mesures au final tout à l'heure. Tu disais qu'il y a 2 poids 2 mesures entre finalement, par exemple, ces gens
président de la Ligue du LOL qui pendant des années était l'incarnation d'une forme de moralisme journalistique et qui n'ont pas subi véritablement une surveillance assez assidue. Comme Hollywood avec Weinstein. Voilà, exactement. Et puis de l'autre côté, le public est parfois prompt à condamner certains responsables politiques. Alors justement, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains projets de loi qui peuvent passer en France, est-ce que c'est pas justement un deux poids deux mesures dans la considération des choses? Parce que, rentrons dans le dur. On va prendre la loi anti-casseurs, là, qui vient de passer, dite anti-casseurs, qui vient de passer récemment. Si cette loi était passée en Pologne ou en Hongrie, qu'est-ce que le public aurait dit? Parce qu'il y a quand même une mesure dans cette loi, on le rappelle aux téléspectateurs, qui dit clairement que demain, un préfet peut, sur simple présomption d'une menace que pourrait représenter un individu, lui interdire de manifester. Vous imaginez en Pologne ou en Hongrie, on aurait fait quoi? On aurait fait ce qui s'est passé avec les sanctions contre Viktor Orban, vous savez, où une partie de la droite et des Républicains et massivement les députés En Marche, les eurodéputés à Bruxelles, ont voulu sanctionner Viktor Orban en disant, vous imaginez, il porte atteinte aujourd'hui aux libertés publiques de son peuple. J'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas de gilet jaune. Chez Orban, il a été réélu massivement. Donc arrêtons de donner des leçons de morale à ces pays. Et ce n'est pas moi ce soir qui vais commencer par le faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aussi méditer. C'est que c'est en France qu'il faut s'occuper des Français. Les Français ne sont pas des Allemands, ce ne sont pas des Suédois. Il va falloir aussi arrêter de résoudre la crise des Gilets jaunes en s'inspirant de l'étranger. Non, écoutons les Français, construisons quelque chose ensemble. De toute façon, c'est toujours la même chose. Oui, effectivement, il va falloir à un moment que les dirigeants arrêtent, effectivement, pas juste de donner des leçons à l'étranger, mais de les citer comme modèle, comme exemple. Et je ne parle même pas juste du gouvernement, mais de toute la classe politique. C'est en fait toutes leurs analyses, à chaque fois qu'on parle de ce qui se passe en France, dans toute la classe politique, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de l'analyser par le biais d'un prisme idéologique, à la lumière de comment ça se passe à l'étranger, etc. Mais en fait, il y a peut-être un moment où il faudrait se reconnecter avec la réalité de la France et des Français. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi les gens gueulent? Pour ne pas citer Camelot. Pour moi, ces lois autoritaires, liberticides, en fait, elles tombent complètement à côté du problème. Et en même temps, c'est d'une gravité immense, parce qu'en fait, c'est Montesquieu qu'on assassine. Charles de Courson a clairement fait une comparaison avec le régime de Vichy. Alors, justement, moi, il a été moqué, c'est ça le pire. Oui, il a été moqué. Je trouve que c'est très bien de le faire. Je trouve aussi, alors c'est vraiment pas pour lui jeter la pierre, parce que vraiment, c'était une intervention vraiment très belle. Je pense qu'il faut aussi faire attention à pas trop agiter le foulard de au secours, le Front National, etc., retour à Vichy, machin. Je pense qu'il faut pas faire ça. Il faut expliquer techniquement pourquoi, sur le fond, c'est Montesquieu qu'on assassine, c'est-à-dire qu'on est en train d'attenter à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. C'est vraiment pas rien. En fait, on rappelle que, donc, en donnant au préfet le droit... judiciaire, je pense. En donnant au préfet le droit de... J'explique juste, en donnant au préfet le droit de décider de qui peut manifester ou pas... On transfère à l'exécutif quelque chose qui est de l'ordre du judiciaire. Et le préfet dépend directement donc, du ministère de l'Intérieur et donc du gouvernement. Mais c'est toujours la naïveté. C'est la naïveté aussi des politiques et des Français qui pensent que le préfet va être indépendant. Et c'est la même chose avec la justice. Ça fait un bail que la justice aujourd'hui n'est pas indépendante. J'aimerais reparler du parquet national financier qui a été créé par Hollande, qui a tué François Fillon, qui était fait pour tuer Nicolas Sarkozy. Mon point, c'était d'expliquer que c'est un danger en soi. Enfin, on ne devrait pas le faire. Mais en plus, ça ne va pas nous permettre d'avoir... C'est pas ça qui va nous permettre d'avoir moins de casseurs, moins de terroristes, moins de harceleurs. En plus, c'est des problèmes sur le harcèlement ou sur les casseurs. C'est des choses qu'on a de longue date, de toute façon. C'est pas si nouveau que ça, maintenant, même s'il y a une recrudescence. Mais surtout... Donc ça sera probablement inutile, en plus d'être grave sur le principe, mais c'est contre-productif. Parce qu'on est en train de jeter de l'huile sur le feu. On est en train de... Une certaine partie des élites, je ne veux pas moi-même tomber dans le truc, mais on est en train de dire « Ah oui, au secours, il y a des gens dangereux, il faut protéger, etc. » En attendant à ces libertés individuelles profondes et essentielles dans la Constitution, je crois qu'on est en train de faire complètement fausse route, qu'on jette de l'huile sur le feu. Et en attendant, on résume aucun problème. Moi, je préférerais largement plus parler de propositions concrètes, je parlais d'autonomie fiscale, etc. Voilà. Alors, et toi, Tatiana, est-ce qu'on pourrait parler de fébrilité, finalement, du président de la République qui se dit, bon là, je ne sais plus quoi faire, j'ai rien compris à ce qui se passait, donc j'enchaîne les lois parce que, voilà, il faut trouver quelque chose. Est-ce que tu
penses que finalement, il y a une espèce de logique au vu peut-être de la personnalité de notre président C'est pas juste la personnalité du président, je pense que c'est la classe politique qui est en cause. Comment vous voulez qu'il réagisse autrement ? À partir du moment où ça fait des années qu'il y a une tension qui monte, qu'il y a les gens qui disent on veut vivre, l'État ne fait pas son travail, les dirigeants de droite, de gauche et tous les autres ne font pas leur travail d'assurer aux gens les moyens de la subsistance matérielle, un minimum de sécurité, que ça soit justement sécurité individuelle ou collective, et un minimum de démocratie. Là, ils font même plus semblant. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement quand ils vivent dans un monde parallèle ? Tous les jours, il y a un truc qui se passe où on se dit mais c'est pas possible, on dirait un extrait d'un manuel sur le déroulé des événements quotidiens pendant la Révolution française. Le boulanger qui est arrêté, placé en garde à vue prolongée sur la base d'un témoignage un peu bizarre parce que la vidéo dit le contraire d'un autre policier. De servir un policier parce qu'il a refusé de laisser rentrer dans sa boulangerie un policier armé alors qu'il y avait des gilets jaunes dans la boulangerie au moment d'une manifestation de gilets jaunes. Comment vous voulez voilà, tous les jours, il y a ça. Il y a là le point hier qui a révélé qu'il y avait 150 gilets jaunes qui ont été mis sur écoute. Et ça, c'est exclusif. Enfin, c'est des trucs avérés. Donc, c'est-à-dire que la réalité est probablement bien plus large. C'est comment vous voulez qu'ils réagissent autrement ? Ils n'ont plus que ça. Ils ne savent pas répondre à la demande des gens. Ils ne savent pas répondre à la crise qu'il y a dans le pays. Et tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est déployer de la force. C'est arracher des mains, c'est crever des yeux, c'est... Mais dans ces conditions-là, en plus, c'est ça le pire, c'est que la police n'a toujours pas les moyens de faire son vrai travail. Son vrai travail, c'est quoi ? C'est d'assurer la sécurité des citoyens, c'est de les protéger contre la délinquance, contre le terrorisme. Et quand on les déploie comme ça, juste pour écraser des gens qui expriment une colère qui est tout à fait légitime... Oui, mais alors justement, il y a Martine sur Facebook, par exemple, qui nous dit « C'est peut-être une chance qu'ils aillent trop loin, cela va permettre aux citoyens de se lever ». Est-ce que finalement, Christophe, le fait que les institutions connaissent une forme de crise actuellement, c'est pas ce qui prépare une forme de changement, tout simplement ? Si, c'est intéressant de ce point de vue-là, indubitablement. Mais du coup, moi, ce qui m'inquiète au sens premier du terme et positif, c'est qu'est-ce qu'on fait demain ? Parce qu'après, il faut aussi voir... Alors, je n'ai pas du tout un propos ultra sécuritaire, mais il faut aussi penser à ceux qui ont leurs magasins qui sont détruits. Enfin, c'est aussi terrible. Il y a même probablement des gens qui sont des gilets jaunes. Enfin, bon, voilà. Il faut y penser. Donc, on a un arsenal pénal et il faut l'appliquer. Donc, il faut quand même une forme de fermeté. Il ne faut pas non plus tomber dans le délire. Au secours, on est dans un État autoritaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Donc, moi, je parlais d'autonomie fiscale des collectivités territoriales tout à l'heure. Ça m'intéresserait beaucoup, Tatiana ou Eric, de vous entendre sur qu'est-ce que vous proposez comme nouvelle organisation institutionnelle, comme changement. Parce que comment est-ce qu'on répond à la problématique que tu soulèves très bien de les gens en ont marre. OK, on fait comment ? On change quoi ? Alors que tu as des idées ? Justement, moi j'avais une question à ce sujet-là, parce que dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure de Thomas Bonnet et Antoine Boitel, il rappelait qu'il y a eu notamment une loi qui est un peu passée inaperçue, qui est la loi sur la programmation militaire, qui permet maintenant au renseignement intérieur d'exploiter le recueil de données de communication sur les résidents français. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, le ministère de l'Intérieur peut écouter légalement les résidents français s'ils constituent une menace aux intérêts de la nation. Alors, le truc, c'est que, en étant avocat du diable 2 secondes, certains diraient c'est de la surveillance de masse, d'autres diraient c'est la suite logique des choses. On a eu des attentats très graves à Nice, on a eu des attentats très graves au Bataclan. Est-ce qu'il ne faut pas un moment accepter pour être en sécurité, d'être sur écoute en fait, tout simplement, Eric ? C'est là où, en fait, les soi-disant libéraux, aujourd'hui, voient la limite à leur vision no borders du monde. Parce que si on en vient à justifier des lois qui vont aller contre les libertés publiques des Français, c'est aussi que pendant des années, on a cru qu'on pouvait ouvrir nos frontières à tout va, qu'on pouvait avoir du multiculturalisme à tout va. Et au final, aujourd'hui, depuis 2015, on a vu qu'il y avait des attentats. Et donc, on essaye de répondre avec des lois qui vont être liberticides. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on explique aux Français et qu'on leur montre qu'aujourd'hui, il faudrait aller résoudre le problème. À la base, il faut lutter contre l'islamisation de la société. Il faut être capable de rétablir des doubles frontières nationales et européennes. Il faut une vraie politique là-dessus. Parce que si on ne le fait pas, ce seront nos libertés publiques qui seront utilisées. Après, et je pense que c'est là où c'est directement un lien quand même entre immigration, ouverture des frontières et attentats. Mais tout à fait. Je suis désolé. Il y a évidemment un lien. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont potentiellement des terroristes. C'est absolument pas ça que je dis. C'est que je dis simplement qu'il y a un risque. Ce que ça fait penser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, non pas
de tout le monde, c'est la liberté des Français. L'homme politique, il est élu par les Français, il est là pour préserver et garantir la liberté des Français. Et après, en revanche, je suis désolé, mais la liberté des migrants, des gens qui n'ont pas cotisé, qui ne sont pas citoyens français, eh bien, s'ils ont derrière un risque, notamment d'être des salafistes, pour le coup, on peut avoir des mesures qui peuvent être attentatoires. Je pensais notamment à la proposition, tout le monde en a parlé tout à l'heure, la capacité de renvoyer des réfugiés chez eux, la capacité également de fermer des lieux de culte qui peuvent être financés par l'étranger ou qui peuvent avoir des connivences avec le salafisme. Tout ça, il faut être capable de le permettre. Moi, je pense qu'on a tort de poser le débat comme ça parce que, en fait, ça ne fait qu'alimenter ce que je pourrais appeler la communautarisation de la société. Je suis d'accord. C'est qu'à force de brander, entre guillemets, les choses sous l'angle alors c'est telle communauté, non c'est telle communauté, ça alimente en fait un sentiment qu'on n'a plus rien en commun. En fait, exactement. En France. Mais on l'a fait. Et là, la question, en fait, effectivement, il y a énormément enfants. de choses à régler vis-à-vis de la question de l'immigration, parce que le problème à l'heure actuelle, c'est pas l'immigration, c'est bien ou c'est mal en soi. La question de l'immigration, c'est comment est-ce qu'elle est gérée. Et de fait, aujourd'hui, elle est gérée de la pire des manières qui soit. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que tu disais lutter contre l'islamisation de la société. Comment est-ce que tu luttes contre quelque chose? Tu vois, si tu vas pas aller dans les quartiers convaincre un par un les gens. En fait, ce qu'il faut, c'est rétablir la loi, l'ordre républicain partout où il n'est plus là. Déjà, je vais commencer par éviter qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent dans les territoires perdus de la République. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut commencer par fermer les robinets. Le problème, c'est que dans ce que tu appelles les territoires perdus de la République, il y a énormément de gens qui sont nés français et qui se sont communautarisés parce que l'État, parce que la République n'a pas fait son boulot, n'a pas fait son boulot d'assurer. On a proposé un modèle totalement à l'écart. Oui, mais c'est là-dessus où je réponds à ta question, c'est qu'il faut leur proposer quelque chose. Mais en fait, je ne te posais pas une question, j'essayais de m'exprimer. On laisse finir Tatiana et après Eric réagit. En fait, la manière d'aborder le problème, c'est que je pense qu'il faut revenir au concept de la République une et indivisible, où la loi s'applique de la même manière à tout le monde, qu'on soit musulman dans une banlieue ou élu de la République. Peu importe. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde et elles doivent être claires. Ce qu'on a aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une communautarisation, pas juste vis-à-vis de l'islam. C'est qu'il y a des gens qui se créent leur petite communauté, mais même sur Internet. Je veux dire, et ça, pourquoi les gens font ça? Parce qu'il n'y a plus de règles communes, parce que ça fait 40 ans qu'on détruit tous les cadres communs, les lieux où on vivait ensemble, la capacité à nous connecter les uns aux autres et à se déplacer pour se rencontrer les uns les autres et à vivre ensemble tout simplement. En fait, c'est pour ça que les gens se replient sur des alternatives, parce que dans une situation de chaos, c'est toujours la loi du plus fort dans ce contexte-là qui va gagner. On va passer à un thème suivant, mais Christophe, je voulais te faire réagir justement sur un thème qui te tient à cœur. Et tu auras l'occasion de réagir, Eric. C'est-à-dire que donc toi, la raison pour laquelle tu es sur ce plateau à l'origine, c'est que je t'ai entendu dans une interview pour France Culture où tu nous parlais d'Ayn Rand, qui est donc la penseure libertarienne bien connue américaine, qui a toujours été très polémique, parce qu'elle a vraiment ses haters et ses followers jusqu'au dernier recours. Et en même, je suis ni l'un ni l'autre. Exactement. Je me sens libre par rapport à ça. Voilà. Et en fait, justement, ce que pose un peu toutes ces actualités, toutes ces dérives qu'on a pu voir dans le traitement de la manifestation des Gilets jaunes et autres, est-ce que ça pose pas la question justement de la confiance à l'État, en fait, tout simplement? Est-ce que ce que ça révèle, c'est que en fait, trop d'État, tout simplement, eh bien, c'est pas une mauvaise chose à la fin pour la société. Est-ce que ça ne conduit pas des dérives automatiquement avec le temps, en fait? Si. Là, tu prêches un convaincu, forcément. Que l'État s'occupe absolument de tout fait que, d'abord, on tue les solidarités, parce que plus aucune personne n'a de motivation ou d'incitation à regarder les gens qui l'entourent. C'est d'ailleurs très beau de voir avec le grand débat des personnes qui réapprennent à se parler dans les mairies, des gens qui... Même moi, dans le métro, l'autre jour, en allant en soirée, un samedi soir, j'ai vu deux groupes de personnes de part et d'autre, commencer à discuter, parler de sujets comme ça, ce qu'ils n'auraient jamais fait. Et je pense que le fait que l'État s'occupe de tout, de façon centralisée, de l'éducation, de la santé, de la solidarité... Regarde comment ils gèrent comme des branques. Alors, ils le gèrent mal, mais ils gèrent tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% de la création de richesse et de ce que les Français gagnent sont récupérés par l'État et
réadministrer, réorganiser de façon centralisée en disant on va mettre tant à la culture, peut-être un peu moins, un peu plus sur l'éducation, etc. On dépense beaucoup plus que la majorité Je préférerais qu'on ait au moins ce système-là qui soit à un niveau plus local. Parce que ça voudrait dire que les gens se rendraient compte de ce qu'ils payent en impôts, des services qu'il y a en face, de s'il y a des malversations. Donc voilà, moi encore une fois, autonomie fiscale des collectivités, j'y reviens. Mais effectivement, je crois qu'on crève de trop d'États et il faut revenir à de la solidarité, mais de la solidarité volontaire. Donc en changeant d'échelle, pour ne pas qu'on se retrouve à en vouloir à Emmanuel Macron parce qu'on a sa voiture cassée. Enfin, c'est absurde. Il y a quelque chose qui doit changer. Va parler de solidarité à des gens qui touchent une retraite de 700 balles par mois et qui peuvent faire qu'un repas par jour, quoi. C'est ça aussi le problème. C'est que non, l'État a un rôle à jouer là-dedans. L'État a un rôle à jouer là-dedans. Je suis désolée. Qui décide du montant des pensions de retraite ? Bah, c'est l'État. Bah ouais. Du coup, il faudrait peut-être les revaloriser. Mais en fait, il ne faudrait pas que l'État s'occupe du système de retraite, ou pas directement comme ça. Tu pourrais avoir un système par points. Je ne te parle pas d'un cadre théorique, est-ce qu'il faudrait l'État ou est-ce qu'il ne faudrait pas ? Moi, je te parle de la réalité. Je te dis, l'État, il est là. Là, pour le moment, c'est l'État qui est en mesure de prendre les décisions qui vont permettre de régler des problèmes au moins de base. Je pense que si l'État d'assurer que les gens puissent vivre correctement, c'est quand même le truc, tu vois. Je pense que, pour moi, la société, elle est là pour ça aussi. Je pense que, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une proposition de revenu universel. On pense qu'il faut qu'il y ait un filet de sécurité de à peu près 500 €. C'est un revenu universel que tu verses à tout le monde. Et dès le premier euro que tu gagnes en travaillant, tu payes tout de suite 25% d'impôt. C'est un impôt proportionnel. Donc, tu as toujours t'as toujours une incitation à travailler davantage, mais tu as au moins ce filet de sécurité. Ce que je dis sur la question des retraites, par exemple, c'est qu'un système par points, une individualisation, une diversification des moyens de capitaliser pour ta retraite, parce que tu achètes un bien, parce que tu le mets éventuellement dans une banque, sur de l'épargne. Tu as 1001 moyens de le faire. Le fait que l'État gère tout de façon centralisée, franchement, je ne comprends pas. Eric, c'est ce que font les gouvernements depuis 40 ans. Regarde, on va écouter Eric qui a envie de réagir là-dessus aussi. Il est là, il est tout seul de son côté. Justement, sur les deux interventions, dans le fond, on entend parler de solidarité, on entend parler de projets communs. Mais ce qui est vrai, c'est ça qui manque aux Français aujourd'hui. C'est de leur dire où on va, vers où on se dirige. Quel est ce qui réunit tout le monde ? Justement, il faut définir quelle est la culture française, quelle est notre identité. Pas juste parler de solidarité parce que tout le monde va être d'accord là-dessus. Et vous savez, En Marche, d'ailleurs, ça symbolise énormément la mentalité d'Emmanuel Macron. En marche vers où ? Ce qui compte, c'est pas le chemin, ce qui compte, c'est la direction. Et aucun homme politique aujourd'hui est capable de dire « on va ». Et pour réagir justement sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, lorsqu'elle parlait de dire « il ne faut pas tomber dans le communautarisme », je suis évidemment d'accord avec ça. Mais derrière, il ne faut pas juste parler des valeurs de la République. Ça veut dire quoi aujourd'hui, les valeurs de la République ? Aujourd'hui, c'est déjà les valeurs de la République française. Et d'essayer d'être capable de voir quelle est la civilisation qui nous regroupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que c'est notamment une civilisation qui va être judéo-chrétienne au niveau français et au niveau européen. Attendez, parce que là, on s'éloigne un peu. Pour revenir à l'État pour revenir à l'État, finalement, qui se mêle de tout, on a quand même quelques cas qui nous ont choqués ces dernières semaines. Enfin, je ne sais pas si ça vous a choqué, vous, mais nous, on en a beaucoup parlé. On a, par exemple, récemment la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart, quand même par le parquet de Paris. C'est quand même pas rien. Mediapart a parlé d'atteinte au secret des sources. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce genre de situation ? Pour être très honnête, là-dessus, j'ai pas réellement d'avis, parce que j'aimerais bien avoir les données, parce que Mediapart, on est quand même habitué à ce qu'ils aient des méthodes qu'on pourrait aujourd'hui remettre en question. Pourtant, après, ce qui m'étonne, c'est que l'affaire Fillon, tout à l'heure, où tu disais que le parquet national tu peux être précis, juste c'est quoi les méthodes à remettre en question ? J'ai simplement dit, et je pense que parfois c'est bien de réagir comme ça, qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas les données en main, je ne peux pas le voir. Et que parfois, il y a des excès de la justice, il y a les excès des médias. Je pense que ce qui m'étonne en revanche, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il avait été mis sur écoute, alors qu'il avait des conversations avec son avocat, c'est quand même scandaleux, et ça a été utilisé pour alimenter une enquête, eh bien, on n'a pas entendu la même bronca au niveau des hommes politiques, au niveau des journalistes. Donc j'aimerais déjà qu'on commence à revenir là-dessus et à se dire, voilà, il faut séparer les pouvoirs, il faut être capable de garantir la liberté de la presse, mais aussi la liberté de chacun vis-à-vis de son avocat, etc. Sa liberté privée. Mediapart, pas d'avis non plus. Pas d'avis parce que c'est Mediapart ou pas d'avis de manière générale sur ce genre de cas ? Je ne suis pas exactement comme Eric, je ne m'occupe pas des étiquettes. Pas d'avis parce que je n'ai pas connaissance du sujet des choses. Oui, mais je ne joue pas le côté de la droite qui s'offusque, de la gauche, de la droite, je m'en fous. Je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. En gros, c'est le procureur de Paris qui est quand même un proche de Macron. Je sais ça, j'ai suivi. Il nous manque des éléments. Le secret des sources doit être respecté, donc ça, je le rappelle.
Je précise quand même pour cette petite déclaration à l'emporte-pièce de ma collègue, on ne sait pas si c'est un proche d'Emmanuel Macron. Au demeurant, selon des informations du Monde et du Canard enchaîné, il a été dit que c'était Emmanuel Macron qui avait sélectionné le procureur de Paris actuel. Voilà. C'est difficile de se prononcer sur quelque chose. Oui, ce que je dis juste, c'est qu'il faut veiller à la protection des sources, c'est très important. Le problème, c'est qu'à la lumière de l'affaire Benalla, le fait que ce soit un proche d'Emmanuel Macron qui ait ordonné ce truc-là, c'est extrêmement plausible à la lumière de ce qui vient de se passer cette année, des révélations qui tombent toutes les semaines sur Alexandre Benalla. Aujourd'hui, juste en venant, j'ai vu un article qui disait que Benalla apparemment avait les clés de la villa d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au Touquet. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, il y a un truc. Donc, est-ce que ça vous paraît pas quand même un petit peu plausible ? Je veux dire, effectivement, hein, on va se garder d'émettre des jugements à l'emporte-pièce là-dessus. Mais enfin bon... Alors, justement, pour embrayer, on a quand même une loi qui, pour le coup, a posé question vis-à-vis de la presse, c'est la fameuse loi fake news, dont on est obligé de parler ce soir, parce que c'est quand même une loi qui va permettre, on le rappelle à nos téléspectateurs, deux choses. Alors d'abord, elle va permettre au CSA de pouvoir censurer une chaîne étrangère si elle diffuse, disent-ils, des fausses nouvelles. Et la deuxième chose que permet cette loi, c'est qu'un juge des référés, en 48 heures, puisse censurer un média sur Internet, déréférencer le site ou alors faire supprimer un contenu s'il juge que l'information est également une fausse nouvelle, une fake news ou manque d'exactitude. Toi, Eric, est-ce que tu trouves que, par exemple, cette loi, peut-être, elle est de nature à ramener de l'exactitude, de la vérité en démocratie ? Au-delà même de ce qu'il y a dans cette loi, le simple fait de l'appeler la loi anti-fake news, c'est aberrant. Parce que il y a des choses qui, à l'époque, notamment sous Mitterrand, étaient vues comme des fake news. Je pense notamment au fait qu'il aurait eu la Francisque, où après on a réalisé que c'était vrai, au fait qu'il aurait eu une fille, Mazarine, après on a réalisé que c'était vrai. Et donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est vrai ? Et même, il y a la question de la religion, etc., des choses qu'on ne peut pas prouver, mais dont on doit être capable de l'exprimer en public. Et ensuite, sur la question du fond et de la loi. Comment voulez-vous qu'en 48 heures aujourd'hui, c'est pour ça que cette loi, dans le fond, elle est totalement inefficace, elle sera impossible à appliquer, c'est comment voulez-vous, en 48 heures, vérifier une information ? Lorsqu'on sort l'affaire Benalla, est-ce qu'un juge peut savoir tout de suite que c'est vrai ou que c'est faux ? Mais tout ça, ça révèle la mentalité, encore une fois, de ce gouvernement qui, tout en se disant libéral, en fait, veut juste imposer sa propre vision des choses. Et là-dessus, c'est extrêmement inquiétant. Je partage entièrement l'analyse d'Éric. Après, si c'est ce gouvernement spécifiquement qui le fait, est-ce qu'un autre l'aurait pas fait ? J'en sais rien, parce que c'est quand même mais non, de façon continuelle. Depuis la loi sur la liberté de la presse du début du XXe siècle. Oui, ça oui, et je vais y venir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit de droite ou de gauche, on a eu des atteintes à la liberté d'expression ou à un certain nombre de libertés publiques depuis les années 80. Donc, je ne sais pas si on peut l'imputer spécifiquement à Emmanuel Macron. Sur ce côté, mais qu'importe. Bon, de toute façon, on n'est pas. Tu fais de la politique, pas moi. Je veux revenir sur le fond, effectivement. En 1881, j'aimerais rappeler, ce que d'ailleurs a très bien dit Étienne Jarnel dans Le Point, dans un de ses éditos, c'est que le législateur, le concepteur de la loi de 1881, de la liberté, sur la liberté de la presse, n'avait pas jugé bon de parler des fausses informations. Et il y en avait quantité à l'époque. On avait des bonapartistes, des monarchistes qui diffusaient des choses tout à fait fausses, et y compris Clémenceau, qu'on ne peut pas non plus taxer de laxiste BA, avait rétorqué que la République vivait de liberté et qu'il était hors de question d'aller aussi loin. Donc, encore une fois, rappelons-nous de ça, rappelons-nous de la Constitution et de son esprit. Bien sûr qu'il y a des problèmes sur des fausses nouvelles, mais enfin, il y en a toujours eu. On peut réfléchir à comment on jugule ça, quand il y a de la diffamation, encore une fois, quand il y a des injures. On a un arsenal pénal, c'est même l'honneur, quelque part, de la civilisation et de la culture française, surtout et de la culture européenne, etc. Voilà, mais encore une fois, je crois qu'on tombe absolument à côté en voulant modifier ces fondamentaux. Il n'y a pas besoin de les modifier, y compris pour lutter ce contre quoi on prétend lutter. Et je crois même que c'est l'inverse. En fait, on est en train d'attiser, encore une fois, un ressentiment de personnes qui vont se dire « Ah bah oui, il y en a qui sont blacklistés, donc en fait j'ai raison, on me cache quelque chose ». Enfin, c'est terrible. De la part de sociodémocrates qui est, enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais de gens qui sont gentils, peut-être de bonne foi, ou malheureusement avec une inculture juridique ou de sciences politiques crasse, prétendent lutter contre le Front National, etc. Et en fait, en train de lui préparer les armes si un jour il venait au pouvoir. Et je suis même pas en train d'agiter le chiffon rouge. Je dis attention, on a un arsenal juridique, on le respecte. C'est pas la
peine. Tu dis, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on a un chef de l'État qui est censé être quand même quelque part garant de la Constitution, qui est en train de s'attaquer au 4e pouvoir, qui veut l'affaiblir ou qui... Alors, qui en je parlais pas de... Enfin, oui, il y a le 4e pouvoir, mais pas seulement le 4e pouvoir, parce que les fake news, ça concerne le citoyen lambda aussi. Ça concerne les réseaux sociaux dans le cadre, effectivement, des premières réflexions sur un projet de loi un peu d'un Internet bisounours. Oui, effectivement, le président de la République, en tant que garant de la Constitution, normalement, ne devrait pas pouvoir arriver à ce type même de proposition. François Sureau, j'invite tous les téléspectateurs à regarder cette magnifique tribune dans Le Monde. Malheureusement, je n'ai pas la date en tête, qui d'ailleurs est un proche de Macron, conseiller ou en tout cas proche, et qui explique, mais dans les détails, et avec une profondeur d'analyse sur les Gilets jaunes, en quoi... En fait, c'est pas le délinquant, ou même, moi je rajouterais le criminel, qu'on est en train d'inquiéter. C'est le citoyen. C'est chacun d'entre vous. Alors justement, Tatiana, toi, la loi fake news, qu'est-ce que tu en penses à titre personnel? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? À ton avis. mais je veux savoir, moi j'ai peut-être mon avis. Mais... Le truc, c'est qu'effectivement, là je rejoins quand même ce qui a été dit, c'est que ce qu'on appelle les fake news, en fait, c'est juste des rumeurs. Et des rumeurs, il y en a depuis que la société existe et depuis que les gens existent et sont capables de communiquer. Donc il faut quand même arrêter d'être... aussi parano là-dessus, parce que c'est de la paranoïa complète. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant dans le contexte actuel, c'est que les fake news qui sortent, ou les théories du complot, comme ils les appellent, sont limite en deçà de la réalité. C'est que les théories du complot, les fake news, sont plausibles. Et c'est ça le problème. Parce que quand on dit quelque chose sur Macron qui se réunirait avec des mafieux ou qu'un de ses proches a les clés de l'Assemblée nationale, voilà, c'est une fake news ou c'est pas une fake news? Qui décide à partir du... En 48 heures. Voilà, en 48 heures. Et a priori, en plus, il y a un certain nombre de choses dans ce que je viens de dire qui sont vraies, qui ont été vérifiées. Et à partir de ce moment-là, quand le gouvernement lui-même crée les conditions dans lesquelles la plupart des citoyens vont se dire... Ouais, en fait, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent des réunions pédophiles avec des capuchons noirs sur la tête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tes propos n'engagent que toi. Je tiens à dire. Je vais volontairement. Elle les protège peut-être. Protection des sources. Non, je vais volontairement sur de la théorie du complot de manière assez frappante et extrême. Pour bien montrer qu'à partir du moment où ces choses-là sont plausibles, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail. Et je pense qu'en durcissant, en donnant encore un tour de vis sécuritaire, parce que c'est ça avec la loi sur les fake news, tout ce qu'ils vont faire, c'est effectivement créer encore les conditions dans lesquelles la plupart des gens vont se dire « on me ment, on m'empêche de m'exprimer ». Et c'est vrai. Un mot, Eric, et après on va apporter une conclusion à cette émission. Comment également vous voulez différencier la fake news de la propagande? Quand François Hollande dit « la situation économique de la France est meilleure qu'avant », ça va mieux. Ça va mieux, c'est de la propagande. Quand Emmanuel Macron rentre de Bruxelles et dit « nous avons une formidable victoire sur les travailleurs détachés », c'est de la propagande. Et donc, à un moment donné, voilà, le citoyen, il a l'impression qu'on lui ment en permanence. Et le pire, c'est que quand on lui ment réellement, il n'y a pas de conséquences derrière. Et c'est le cas de l'affaire Benalla, où il a menti ouvertement lors de ses auditions. Et c'est ça qui scandalise le citoyen, cette idée de dire que... La différence de traitement. La différence de traitement. Et le maître Sureau avait totalement raison là-dessus lorsqu'il dit que la loi anti-casseurs n'est pas là pour limiter les violences, mais elle est là pour limiter les manifestations. Et finalement, on ne va pas s'attaquer au Black Bloc, on ne va pas s'attaquer à la corruption, entre guillemets, de certains hommes politiques ou des conseillers. On va s'attaquer aux citoyens lambda qui se contentent de venir et d'exprimer une souffrance où ça fait des années qu'ils n'en parlent pas. Et c'est ça qui vraiment me scandalise et un peu me chagrine, où je me dis que c'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent dans la rue, on les a jamais vus, il y a plein de gens qui n'ont jamais manifesté. Et les Gilets jaunes, c'est ça en fait, c'est une France qui était oubliée, cette France dont parle Christophe Guilly dans La France périphérique, et quand il l'avait fait, énormément de gens s'étaient moqués de lui. Et le problème, justement, c'est que la France, il n'y a pas réellement de liberté d'expression. Et il faut comparer avec les États-Unis. Pour terminer, moi j'ai lu dernièrement un portrait dans le New York Times d'Éric Zemmour. Il était totalement à charge. On est d'accord sur Éric Zemmour, où la journaliste est allée totalement, vraiment le critiquer de A à Z. Mais elle a quand même su réaliser une chose, c'est que, dans le fond, Éric Zemmour,
eh bien, il est à chaque fois condamné par la justice, où va y avoir des procès. Et cette journaliste américaine, qui pourtant est de gauche et qui est anti-Zemmour, disait « c'est quand même dingue. En France, les journalistes, eh bien, ils ont beaucoup moins de poids que nous aux États-Unis. » Et c'est là-dessus aussi qu'il faut être capable de raisonner. Pas seulement de se dire on va essayer de lutter contre des lois, mais on va essayer de développer des médias alternatifs, d'essayer de développer aussi des nouveaux systèmes de financement. Parce que le financement de la presse par le secteur public, moi je trouve ça personnellement scandaleux. Quand on voit les ristournes qui ont pu être données. Plus scandaleux que le fait que 90% des médias français sont contrôlés par 3 grosses boîtes, grosso modo. Oui, mais c'est la même chose, c'est le problème. Alors, on est d'accord. Pour que tout le monde se mette d'accord. À chaque fois, il faut arrêter les oligopoles. Je pense qu'en cette soirée de Saint-Valentin, il faut rétablir, enfin comment dire, l'amour. Il faut, mais justement ce mariage de raison de chaque Français avec la Constitution et la protection de ses libertés publiques. On a un mariage qui aujourd'hui bat de l'aile. On a des piques haineuses, on a des vitres brisées. Je pense qu'il faut revenir à notre contrat de mariage, qui est l'arsenal pénal existant et qui permet de répondre à énormément de choses. Je pense qu'il n'y a pas que des vitres brisées. En fait, il y a des vies qui sont brisées par ce gouvernement. Mais là, je parle de droit. Et s'agissant du reste, j'ai plusieurs propositions dont je suis prêt à m'entretenir sur l'autonomie fiscale, le revenu universel, etc. Là, je revenais sur le sujet de l'émission. On va devoir conclure, chers amis. Juste, vous avez le droit à un seul mot. Si je vous dis, quelle est la solution pour sortir par le haut de cette crise institutionnelle? Christophe, un mot. Fiscalité locale. Pardon. Tatiana. Réalité. Réalité. Eric? Souveraineté. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, le président de la République n'a plus de pouvoir. T'avais le droit qu'à un mot. Eh ben, c'est une belle. Il a presque. Bon, c'est une belle conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et d'ici là, vous pouvez réagir sur le hashtag RT Open Mic. Salut. À la semaine prochaine.